l'avenir de l'ergonomie, pour ma part, me laisse perplexe actuellement. De tout temps, on a dit, et je l'ai vérifié, que l'ergonomie marchait d'autant mieux que l'économie du pays dans lequel elle s'inscrit marche bien. Ça, c'est pas vrai seulement pour la France, c'est vrai pour l'ensemble de l'ergonomie. Non pas qu'il faudrait dire que l'ergonomie soit un luxe de l'industrie, mais il est clair que quel que soit le domaine d'application de l'ergonomie, il faut que les usines fonctionnent, il faut que l'on produise. Si l'on fait de l'ergonomie des conditions de travail, le moteur de l'amélioration des conditions de travail, c'est quand même l'emploi. Il faut que les personnes soient assurées de leur emploi et veuillent travailler dans de bonnes conditions, sans nocivité pour la France, pour leur santé, pour leur sécurité. À partir du moment où il y a un très très gros risque pour l'emploi, il est clair qu'il y a une baisse de pression. À un moment donné, les syndicats étaient très ergonomistes, très appuyés sur l'ergonomie. Actuellement, ils sont beaucoup plus vigilants à l'emploi qu'aux conditions de travail, quoique les conditions de travail mauvaises restent toujours une préoccupation. On le voit dans les manifestations, dans les grèves, etc. Je me souviens dans les années 70 d'un livre qui avait marqué, qui avait été publié par la CFDT, qui s'appelait « Les dégâts du progrès ». Et à cette époque, la motivation politique et syndicale pour l'ergonomie était assez forte. Bon, il est assez évident qu'elle s'est complètement effritée. C'est que les crises économiques successives ont détourné, de mon point de vue, bien entendu, ont détourné l'attention des conditions de travail vers l'emploi. L'emploi. Et puis maintenant, la retraite. Néanmoins, je crois qu'actuellement, la période que nous vivons est une période de paroxysme sur l'emploi et le non-emploi plutôt que sur les conditions de travail. Conditions de travail qui, pour l'essentiel, ont quand même un peu se sont améliorées par rapport à la situation d'il y a 40 ans, il faut quand même bien le voir. Grâce à l'informatique, grâce aux technologies, elles sont quand même moins physiquement pénibles qu'elles l'étaient, tout en restant physiquement pénibles et quelquefois tout en devenant nerveusement plus pénibles qu'avant. Maintenant, on parle de stress, de burn-out, etc. C'était des termes qui existaient, mais pas avec la proportion actuelle. Il me semble évidemment que l'ergonomie devrait parler plus fort des conditions de travail, parler plus fort aux politiciens, bien entendu. Pour moi, la question des retraites est illustrative à cet égard. On essaie de l'aborder d'un point de vue purement économique. Mais il y a derrière des dimensions qui sont liées aux conditions du travail, au contenu du travail. Dans le futur, les enjeux socio-économiques et politiques de l'ergonomie seront, à mon avis, du côté des entreprises, la question du statut de la santé dans la performance, c'est-à-dire la question finalement de la gestion de la santé comme ressource, et pas simplement comme contrainte ou obligation de gestion. Et du côté de la société, du côté politique, l'approfondissement de la façon dont, dans l'activité de travail, se construit le lien social. Il y a de toute façon un rapport de l'un à l'autre, mais ce sont en même temps deux questions qui peuvent s'analyser un peu séparément, mais en même temps elles sont liées. Et alors je pense que ça fait que l'ergonomie est interpellée dans un développement du côté des questions économiques, c'est-à-dire doit participer à la réflexion, la recherche et la mise en place de dispositifs de gestion mieux capables de saisir la dynamique de ressources que constitue la santé et la responsabilité de gestion que constitue la façon de la préserver, mieux même de la développer. Et ça, c'est une question qui concerne par exemple la reconsidération complète de ce que veut dire productivité dans les organisations et la relation à la qualité. Et puis, du côté de l'espace plus politique, c'est l'émergence vraiment sensible de la question de la subjectivité. C'est-à-dire toutes les dynamiques de l'implication, du sens, de la coopération, et donc de la façon dont dans le travail se construit un lien social, la culture, qui sont à la fois des questions qui se posent en termes d'efficacité du travail, mais aussi sous le regard de la pertinence sociale.
voire sociétales. C'est les questions éthiques, la manière dont dans le travail on satisfait à la fois l'efficacité de l'organisation, mais aussi des valeurs de la société. C'est très central dans les activités de service. Au fur et à mesure que je faisais des études dans le monde du travail, que je voyais la transformation, que je m'étais mise à étudier le stress et la flexibilité au travail, la flexibilité organisationnelle, l'effet des délocalisations, l'effet de cette pression, de cette compétition incroyable qui est introduite partout, de cette culture de l'urgence. Je me disais de plus en plus, mais ça ne peut pas être le cours naturel des choses. Je veux dire, ce n'est pas une loi. On parlait de la loi du marché. Comprenez bien, nous sommes en guerre, tous. Bon, c'est cette idée de guerre permanente, d'effort maximal à faire, d'épée de Damoclès au-dessus des gens. Si vous ne faites pas ça, ben on le fera faire en Suisse, etc. etc. Tout ça ne me semblait pas, à moi, une évolution naturelle du monde. Je ne voyais pas les raisons objectivement ou pourquoi tout à coup on allait complètement se faire bouffer, ou il fallait mettre les gens au bord de la dépression, du suicide pour obtenir le meilleur d'eux-mêmes et puis après les mettre en chômage technique pendant 6 mois, etc. Donc ça me semblait être quelque chose d'un peu fou. Et quand j'ai eu la proposition d'être député européen, et puisque j'étais depuis toujours dans les affaires européennes, dans les recherches européennes, et avec ce goût, malgré tout, parce que ça c'est un goût de l'ouverture de l'international, des connexions, je me suis dit, eh bien, j'ai un petit peu fait, je ne dirais pas le tour de la psychologie du travail et de l'ergonomie, ça c'est pas vrai. J'ai fait le tour de ce que je pouvais changer, honnêtement, à l'endroit où je suis. Et en plus, j'ai des gens autour de moi qui continueront ces combats-là. Tandis que maintenant, il y a peut-être autre chose à essayer de résoudre, de comprendre et surtout de changer. Il y a quand même bien longtemps maintenant, hein, les années 80 commencent à être un petit peu loin, l'État français avait financé un programme interdisciplinaire de recherche sur le lien entre ergonomie et productivité. C'est Alain Wissner qui avait convaincu d'ailleurs tout le monde. Alain Wissner, une des grandes figures de l'ergonomie française. Et probablement avait-il compris que pour défendre l'ergonomie, il fallait montrer que, économiquement, c'était un plus d'améliorer les conditions du travail. Donc je dirais la question est toujours d'actualité. Et je pense que nous ne parlons pas assez fort. J'ai découvert à ce moment-là quelque chose qui était extraordinaire, c'est-à-dire le pouvoir de l'Europe sur les questions d'emploi en général et de conditions de travail, au sens réellement très large, que j'ignorais totalement. Je vous donnerai quelques exemples, mais j'ai aussi découvert par quel mécanisme décisionnel l'Europe parvenait à le faire, et parfois par des moyens très détournés, et aussi toutes les occasions manquées que nous avions eues, nous ergonomes, parce que maintenant je parle vraiment de ce que Faverges aurait nommé une ergonomie des systèmes, comment améliorer ce système, comment faire qu'il n'y ait pas une telle pathologie de notre monde du travail. J'ai découvert toutes les occasions manquées, et là je me suis mordu les doigts en disant mais comment se fait-il que la discipline dont je proviens, et moi-même, n'ayant pas été plus attentifs, n'ayant pas fait connaître notre point de vue au moment où des textes se préparaient, au moment où des directives étaient en chantier, pour empêcher que des âneries soient dites et que finalement, je ne dirais pas des crimes soient commis, mais tout de même que des législations extrêmement pernicieuses parviennent à voir le jour. Dans la gouvernance des entreprises ces derniers temps, s'est fixé une espèce d'horizon commun qui est l'extrême réussite de Toyota, il y a 15 ans, et donc l'idée que le Toyota Production System était une sorte de panacée qui devait être développée sur le plan organisationnel, non seulement dans les usines d'automobiles, ce qu'on peut comprendre, mais dans les usines d'aviation avec des temps de cycle d'un jour entier ou d'un mois pour fabriquer quelque chose, dans les hôpitaux et dans beaucoup d'autres secteurs. Alors il y a vraiment un malentendu, c'est-à-dire que le Toyota Production System initial, c'était une conscience aiguë de ses fondateurs
qu'il y avait quelque chose à gagner à ce que les travailleurs mettent leurs connaissances dans le patrimoine de l'entreprise. C'est une conscience aiguë du fait qu'il y a de la variabilité, que les ingénieurs, les concepteurs ne savent pas tout, et que pour que ça marche, on a besoin des connaissances des travailleurs. Et donc l'enjeu du Toyota Production System, c'était que les connaissances des travailleurs soient mises dans le patrimoine de l'entreprise. Mais en échange de ça, le Toyota Production System offrait des garanties considérables, en tout cas dans ses versions initiales et théoriques, par exemple l'emploi à vie. Alors ce système a tellement bien marché qu'il a été découpé en morceaux par les universités américaines, par des consultants dans le monde entier, et qu'on s'est mis à vendre de la Lean Production, du Kaizen, du Hoshin, du Kanban, comme si c'était des éléments qui en eux-mêmes portaient la puissance du Toyota Production System. Et on se retrouve maintenant avec, par exemple dans les entreprises françaises, du Kaizen. Alors j'ai vu d'abord en 3 jours, et puis maintenant on fait du Kaizen en 3 heures, où en 3 heures on presse les travailleurs comme des citrons pour qu'ils mettent toutes leurs idées à résoudre des problèmes qu'ils n'ont pas définis eux-mêmes. On définit à leur place les problèmes qu'ils doivent résoudre. Ils doivent diminuer l'espace, diminuer le temps. Et en 3 heures, il faut qu'ils fournissent toutes leurs idées. Puis après, quand on a réduit le poste de travail et augmenté les cadences, les travailleurs ne peuvent plus critiquer puisqu'ils sont pour quelque chose dans cette situation. Voilà. Donc ce qu'on nous présente comme étant les techniques japonaises n'a absolument rien à voir avec la philosophie initiale du Toyota Production System. Dans les 14 principes initiaux du Toyota Production System, il y a des choses très intéressantes du genre il faut travailler comme la tortue et pas comme le lièvre. Il faut prendre le temps de faire les choses bien du premier coup. Il faut que les managers soient en permanence sur le terrain, etc. Beaucoup de choses qui sont tout à fait défendables et intéressantes, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous vend actuellement. Alors je vais vous donner deux, trois domaines qui sont peut-être loin du poste de travail, mais qui vont avoir une importance très, très grande. De manière très, très générale, cette idée de compétition qui existe en permanence et qui met une telle pression des gens, bien sûr, il faut arriver à produire le meilleur, bien sûr, il faut miser sur la qualité, sur la rapidité, etc. Mais ce sentiment d'être en guerre permanente qui mine les gens, est-ce qu'il est vraiment indispensable? Il n'y a personne qui refuse de changer, mais au moins il faut savoir pourquoi. Et en fait, à partir des années 2000, l'Europe a pris un virage indiscutable dans le domaine, dans beaucoup de domaines, mais dans celui du travail aussi. Et elle l'a fait alors qu'elle n'a en principe pas de compétences en matière d'emploi, pas de compétences pleines en tout cas. L'Europe ne peut pas, l'emploi et donc le travail, c'est l'affaire des États. Et donc la première question pour moi, qui connaissait les compétences européennes, je me dis mais enfin par quel miracle l'Europe est parvenue à faire tant de choses. Alors, il faut savoir qu'il y a une première compétence qui est là, à travers le traité de Rome initial et les autres, c'est de s'occuper de la santé et de la sécurité des travailleurs. Et donc, on doit effectivement à l'Europe des législations qui sont très importantes et très intéressantes dans le domaine de la sécurité du travail. OK. Là, pas de discussion, c'est bon, c'est positif, il y a eu beaucoup d'avancées. La deuxième chose, c'est qu'elle peut jouer de manière subsidiaire. Elle n'a pas de compétences, mais elle peut aider les États dans certaines législations. Et je vais prendre un exemple qui est très très intéressant, parce que historiquement il est assez lourd. C'est celui de la directive sur le détachement des travailleurs. Vous savez que des entreprises peuvent envoyer des travailleurs détachés dans un autre pays et que ces travailleurs, qu'ils soient lettons, polonais, etc., vont travailler dans d'autres pays. Quand ces mouvements liés à la constitution même de l'Europe et à la liberté de circulation des travailleurs se sont créés, il y avait un risque de ce qu'on appelle un dumping social et une compétition entre travailleurs, c'est-à-dire que des travailleurs lettons, par exemple, puissent travailler en France à un salaire letton, avec une sécurité sociale lettonne, des horaires de travail lettons, etc., etc. Je prends la Lettonie pour un motif très, très clair, vous allez le voir. Et donc,
il y a eu, dans les années 90, une directive sur le détachement des travailleurs qui avait été concertée avec les syndicats, en disant c'est évidemment l'Europe qui peut traiter ça, puisque c'est du détachement européen. Et ces directives étaient très bonnes. Elles disaient que quand des travailleurs étaient détachés de manière temporaire, durée de 6 mois, quelque part, ils devaient être soumis aux lois du travail, aux législations du travail, et à des conditions salariales qui étaient celles du pays d'accueil, en gros. Donc, blindés par cette directive du détachement des travailleurs, à l'époque, les syndicats étaient très contents, et on se disait, chouette, il n'y aura pas de dumping social, il n'y aura pas travaillant côte à côte dans le même endroit, vous imaginez, non seulement déjà des intérimaires français, par exemple en France, etc., ce qui donne déjà des statuts différents et tout, et ce qui complique la création de collectifs de travail avec la même culture, etc., dont on sait que c'est tellement important pour la sécurité. Non, il y a des laitons qui parlent déjà pas la même langue et qui seraient payés en plus un salaire laiton, etc. Tout ça est possible en Europe. Et donc, il y a 2 ans, il y a eu cette migration de travailleurs lettons vers la Suède. Les lettons n'ont pas réussi à s'entendre avec les syndicats suédois pour avoir les mêmes salaires, appliquer les mêmes conventions en matière de travail. Et les syndicats suédois ont fait grève. Ils ont fait grève en disant c'est les lettons qui viennent chez nous et qui n'appliquent pas nos salaires, c'est contraire à la directive sur le détachement des travailleurs. Et à ce moment-là, il y a eu un arrêt de la Cour de justice européenne qui a dit que certes, oui, il y a eu grève, les chantiers de l'entreprise ont été paralysés, l'entreprise a fait faillite et elle est allée devant la Cour de justice en disant les syndicats ont fait grève, nous étions une entreprise avec des travailleurs lettons, etc., etc. C'est le cas Laval. L'entreprise s'appelait Laval. Et la Cour de justice européenne, et c'est ça qui est hallucinant, a donné raison à l'entreprise en disant, certes, les travailleurs ont le droit de faire grève, mais la liberté de circulation des travailleurs est plus forte que le droit de grève. Donc ça veut dire que même si on est blindé par une directive sur le détachement des travailleurs, des institutions européennes aujourd'hui considèrent que le droit de grève est moins important que la liberté de circulation et que donc il pourrait y avoir à l'avenir, il y a eu plusieurs cas qui ont été tranchés dans le même sens, un dumping social au niveau européen parce qu'il y a cette infiltration, là, circulation, concurrence, c'est tabou et les droits des travailleurs viennent après. Ça, c'est un gros problème et pour le moment, la grande bataille dans les enceintes européennes, en tout cas bon, pour nous, c'est de revoir cette directive sur le détachement des travailleurs pour bien la blinder, pour bien la boucler. Parce que vous savez bien que ça alimente le racisme, la xénophobie, on va nous parler encore du plombier polonais, etc. C'est pas ça qu'il faut. Donc, et ça va créer des disparités terribles. Donc il faut absolument revoir ce texte, mais la Commission européenne freine des 4 fers et dit « Mais non, on avait un bon texte, pourquoi est-ce que vous n'en voulez pas ?» Et on dit « Mais non, on n'a pas un bon texte, on n'a pas blindé ce texte. » Donc ça, ce sont des batailles. Je n'ai pas entendu qui que ce soit se lever pour le moment, à part les syndicats qui commencent effectivement à s'émouvoir très, très, très fort et qui battent leur appel là-dessus. Mais ça pourrait créer des disparités de conditions de travail qui sont des ferments possibles, et ça on le sait, d'infiabilité des systèmes et d'accidents. Un autre problème massif de gouvernance des entreprises, c'est le fait qu'on est passé d'un actionnariat industriel à un actionnariat financier. L'actionnariat industriel, c'était des gens qui mettaient leur argent dans le fait qu'en développant l'industrie, progressivement, ils allaient gagner de l'argent. Le modèle des aciéries, etc., traditionnel. Quand on était dans ce type de modèle, il y avait une discussion possible entre les ergonomes et les enjeux économiques, y compris pour les actionnaires, puisque en améliorant les situations de travail, quand on laisse ces actions pendant 2 ou 3 ans, on peut avoir le retour de l'investissement qu'on a fait dans l'amélioration de la santé et sécurité au travail. Maintenant, on est avec des actionnaires qui sont financiers.
C'est-à-dire que les entreprises sont des objets qu'on achète et qu'on vend au gré des spéculations, parfois avec des temps de stabilité de l'actionnaire qui sont de l'ordre de 6 mois. Quand on a une exigence de bénéfices à court terme, il n'y a aucun discours possible des ergonomes qui est compatible avec le fait que, en 6 mois, le fait de faire des améliorations ergonomiques va augmenter le prix des actions. Ce n'est pas vrai. L'Europe a une compétence en matière de marché intérieur. C'est-à-dire le marché intérieur, ça, c'est elle qui le fait, le grand marché, le fameux marché, le libre marché, etc. On connaît très bien ça. Et dans ce marché intérieur, elle s'est mise en tête à travers une stratégie sur l'emploi qui est une stratégie européenne. Elle a trouvé qu'il fallait partir en bataille contre les monopoles des services publics. Pour défendre ces idées qu'il faut une ergonomie qui s'intéresse aux conditions de travail, il faut aussi montrer qu'elle contribue à régler les problèmes économiques. Et je crois qu'elle n'est pas très convaincante en ce moment. Et pourtant, elle a beaucoup de connaissances, de pratiques qui peuvent contribuer à résoudre des problèmes économiques. Et que l'organisation du travail dans une entreprise peut effectivement rendre impossible à cette entreprise une activité qui va être concurrentielle au niveau international, etc. Moi, je pense qu'il y a un côté paradoxal à l'évolution de l'ergonomie. Il y a à la fois indiscutablement un intérêt croissant pour l'ergonomie. Dans toute une série de disciplines, dans toute une série de milieux, on s'intéresse. C'est quoi cet intérêt croissant? C'est l'intérêt justement en plaçant l'homme ou en replaçant l'homme ou en reconsidérant l'homme, disons, dans un milieu spécifique qui est celui de la discipline en particulier ou celui du domaine dans lequel il va se situer. Donc un intérêt croissant pour l'ergonomie, mais un désintérêt croissant pour les ergonomes. Si l'on fait au contraire de l'ergonomie de conception, c'est bien beau de faire de l'ergonomie de conception à condition qu'il y ait des endroits où l'on conçoive, que ce soit la conception de nouveaux logiciels, de nouveaux matériels, de nouvelles machines, de nouvelles industries, de nouvelles usines. Si on ne conçoit pas ces usines, moi je dois dire que je vous donnerai à cet exemple un exemple malheureux. La dernière usine à laquelle j'ai participé par étudiant doctorant interposé, toute neuve, on venait juste de la construire. Au moment de la soutenance de thèse, l'usine était arrêtée et déjà démantelée et avait été délocalisée. Donc, en quelques années, l'ensemble du travail ergonomique, mais aussi le travail des ingénieurs pour créer cette unité importante qui était dans la chimie plastique, avait complètement disparu. Et je crois que c'est malheureusement un bon exemple, un exemple malheureux, mais un bon exemple de ce qui peut attendre l'ergonomie dans un certain nombre de cas. Faire de la conception, de l'ergonomie de conception, ça ne marche que si on a à concevoir. C'est une évidence triviale. De la même façon, pour améliorer les conditions de travail, il faut encore qu'il y ait du travail. Il faut qu'il y ait des conditions de travail, bonnes ou mauvaises, qu'il y ait des conditions de travail. L'ergonomie est très bien implantée au Québec. Elle est très bien implantée pour ce qui est de la formation. Les milieux industriels, de plus en plus, embauchent des ergonomes, font affaire avec des ergonomes, donc intègrent l'ergonomie dans la mise au point, le développement, la mise au point des produits. Et j'ai toutes les raisons de penser que ça va non seulement continuer, mais que ça va se développer. L'ergonomie semble trouver plus de débouchés actuellement vers l'ergonomie du produit, c'est-à-dire l'éclairage du concepteur de produit sur la façon dont il va être utilisé, son adaptation aux besoins des usagers, qui sont les clients qui vont l'acheter. Et je crois que c'est vrai que les ergonomes d'aujourd'hui s'intéressent peut-être plus à l'humain acheteur qu'à l'humain travailleur. L'ergonomie des produits et des services médiatisés et une orientation thématique particulière de l'ergonomie. Je rappellerai tout de même que
cette approche particulière ne s'oppose pas à une ergonomie centrée sur l'activité de travail, puisqu'elle intègre à la fois ses principes et ses méthodes, mais toutefois, elle a la particularité de s'intéresser à la conception et à l'utilisation d'objets ou de biens matériels qui résultent d'un processus de production industrielle. D'où d'ailleurs l'intérêt également de s'intéresser à une ergonomie centrée sur l'activité, puisque ces différents objets sont produits par des opérateurs et par un ensemble de concepteurs. Et l'ensemble de ces produits ou de ces biens peuvent être soit professionnels, des logiciels par exemple, ou bien non professionnels. On peut penser à la conception de téléphones, à la conception de logiciels grand public, etc. Et en tous les cas, donc, ils peuvent être utilisés soit dans un cadre professionnel et ou dans un cadre non professionnel. C'est-à-dire hors des situations de travail, comme par exemple tout ce qui est conception d'appareils ménagers dans l'ensemble des domaines domestiques. Un des enjeux contemporains de l'ergonomie, c'est également de mieux appréhender des transformations très récentes qui sont impulsées par le contexte socio-technique dans lequel nous vivons, qui est le suivant. Aujourd'hui, les humains dont nous analysons l'activité ne sont plus seulement des humains qui vont utiliser des dispositifs complexes dans des situations de travail. C'était le cas pendant très longtemps, mais désormais, les humains qui travaillent, non seulement travaillent dans les situations de travail, mais ils travaillent aussi hors du travail, et ils vont donc devoir gérer leur activité autant dans un cadre organisé, prescrit et contraint par une structure professionnelle que dans un cadre qui est personnel et hors travail. Donc on a déjà une porosité entre le monde hors travail et le monde travail qui n'empêche pas, évidemment, les humains en question de devoir être efficaces et produire. Et l'ergonome doit se saisir de cet élargissement de ce qu'on appelle l'environnement de travail, la situation de travail. C'est un vrai problème méthodologique pour l'ergonome, parce que comment faire pour qu'un ergonome puisse saisir, par exemple, un opérateur qui va traiter des courriers électroniques le soir chez lui ou bien tôt le matin. L'ergonome ne pourra pas saisir toute l'activité de travail et donc ne pourra pas comprendre toutes les contraintes du travail. Donc ça, c'est un premier problème. Au sein de l'ergonomie informatique, une partie s'est développée plus que d'autres, et en particulier l'ergonomie dite des IHM, interface aux machines ou interaction aux machines. Le I est ambigu, polysémique si l'on peut dire. Alors le travail d'un ergonome dans ce milieu, il est divers, il peut dépendre des situations. Dans un certain nombre de gens, dans un certain nombre de cas, il y a des ergonomes qui sont intégrés dans des équipes de conception. Donc ils sont plus proches de la conception que des personnes qui vont plutôt étudier les applications qui fonctionnent ou qui sont en état d'être modifiées. Car à quoi bon étudier une application si on est sûr qu'elle ne sera pas rectifiée? Heureusement, l'informatique a ceci de particulier par rapport à des machines en dur, en métal solide, que les modifications sont fréquentes. Donc au moment des mises à jour, qui peuvent paraître agaçants pour un certain nombre de personnes, eh bien, on en profite pour changer des choses. C'est là le point d'entrée des ergonomes qui, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan du grand public, peuvent intervenir pour faire des modifications. Le travail d'un ergonome, typiquement, va s'étendre sur l'ensemble du processus de conception, depuis l'étude des besoins avant, Bon, pendant une petite période où les informaticiens fabriquent le logiciel, il y a une petite période de sommeil, mais il y a beaucoup de phases d'évaluation de ce logiciel. Alors, avec des technologies plus ou moins sophistiquées, qui peuvent être des simulations, qui peuvent être des prototypages. Et puis ensuite, eh bien, on regarde ce qui se passe, on peut observer, analyser les erreurs des opérateurs ou des personnes. On peut prendre leurs doléances dans un certain nombre de cas. Je pense que les retours d'informations
d'information, les retours d'usage, les retours d'expérience sont extrêmement importants. C'est ainsi que de phase en phase, d'évolution en évolution, ces logiciels peuvent s'améliorer ou disparaître au profit d'une nouvelle génération de logiciels. On voit aussi que la plupart des publications ou des travaux en IHM, disons, sont l'œuvre d'informaticiens rarement formés à une autre ergonomie que celle à laquelle leurs pairs les ont formés. Donc c'est ça. Et je pense que ce phénomène est général. Il est général, on va le retrouver chez les designers, on va le retrouver chez les architectes d'ailleurs aussi, chez les architectes d'intérieur, etc. Vous avez des boîtes installées à Montréal comme SafeWork par exemple, qui appartient à CATIA et qui est un centre de développement important, donc de recherche appliquée, développement, application de l'ergonomie qui est majeur et qui travaille à l'international parce que le produit est vendu partout dans le monde. Le produit SafeWork qui est un produit de modélisation de l'humain, ensuite qu'on va implanter dans des milieux de travail, par exemple dans des cockpits d'avion, dans des voitures, dans des postes de travail. Donc c'est un produit qui a été développé ici à Montréal, qui est vendu partout sur la Terre, donc dans toutes les entreprises. Et les ergonomes qui sont au service de cette compagnie-là font par exemple des sessions de formation logicielle, vont montrer comment on applique le logiciel, et donc ils sont dans les entreprises. Alors, est-ce qu'ils transportent avec eux une partie de l'ergonomie francophone? Sans doute parce qu'ils ont été formés ici, avec cette influence d'ergonomie francophone, mais ensuite, en fait, ça devient de l'ergonomie appliquée au produit, donc avec le souci d'améliorer des interfaces et puis d'avoir les meilleurs programmes de formation possibles et puis les meilleurs programmes en ligne de soutien à la performance de l'opérateur. Donc, vous voyez, à un moment donné, ça devient des questions très orientées produit puis amélioration de certaines parties du produit. Un autre enjeu pour l'ergonome, c'est de pouvoir intervenir non seulement dans des situations de travail dans lesquelles il y a évidemment un mandat qui est donné explicitement par les divers protagonistes de la situation de travail, mais également de pouvoir intervenir avec le même cadre théorique et les mêmes préceptes ergonomiques qu'usuellement dans des situations où on va demander à ce que l'ergonome intervienne pour concevoir des dispositifs qui sont des dispositifs qui ne servent pas au travail. Par exemple, tous les dispositifs de conduite embarqués sont des dispositifs qui ne servent pas systématiquement à des gens qui travaillent dans leur voiture, mais pour lesquels on a absolument besoin d'avoir une approche ergonomique pour que ces dispositifs embarqués soient conçus de manière appropriée à la tâche du conducteur. Et on voit là qu'il y a une évolution et un élargissement de cette notion de tâche, de cette notion de situation qui n'est plus une situation de travail, qui est une situation hors travail, dans laquelle l'ergonome va devoir intervenir, mais sans pour autant pouvoir prendre appui sur les mêmes contraintes et les mêmes structures qu'impose une situation classique de travail. Dans ces situations hors travail, l'ergonome va être sollicité pour concevoir des dispositifs qui sont dits centrés utilisateurs. On a un enjeu très fort pour que l'ergonome ne devienne pas un simple technicien d'un dispositif qui soit correctement visé pour les besoins du marketing ou les besoins d'une vente d'un dispositif, mais que véritablement l'ergonome puisse s'assurer que l'activité de cet utilisateur sera réellement prise en considération dans toutes ses dimensions par les concepteurs de ces nouveaux dispositifs. On a aussi, bien sûr, tous ces outils qui se développent de plus en plus sur Internet. Et quand on les regarde bien, ces techniques nouvelles, eh bien, elles précèdent les usages. On a construit Internet, non pas parce que les ergonomes ont dit qu'il fallait faire Internet, mais parce que, tout simplement, on avait une idée. Bon, et il y a de l'innovation, quand même. La réalité virtuelle ou augmentée ouvre des possibilités d'interface sensorielle, où on va pouvoir, par exemple, apprendre des habiletés sensorimotrices dans un environnement qui n'existe pas encore, parce que, grâce à des techniques diverses, on va pouvoir reproduire le sentiment d'effort, les ressentis
ressenti manuel dans des situations complètement virtuelles. C'est le cas d'ailleurs dans la formation en chirurgie. C'est-à-dire qu'on commence à avoir maintenant des interfaces sensorielles tout à fait incroyables. C'est que en faisant pénétrer un objet dans le corps humain, on sait reproduire la sensation du passage des différents organes, et donc le médecin peut se repérer uniquement grâce à ces sensations haptiques. La problématique de l'accessibilité, c'est l'idée que tous les citoyens, tous les usagers doivent pouvoir faire ce qu'ils ont à faire indépendamment de leurs différences, y compris de leurs déficiences. Alors, la France était incroyablement en retard sur la question de la prise en compte de la diversité et des déficiences, donc ce qu'on appelle habituellement les personnes handicapées. Il y a eu un effort considérable qui a été fait, et la loi a considérablement changé, donc notamment en 2005 avec des circulaires en 2006 qui ont défini tout un tas de standards qui permettent d'assurer qu'un bâtiment, par exemple, soit raisonnablement accessible, soit un lieu de travail, soit un lieu d'éducation, des immeubles destinés à la location, soit raisonnablement accessible à des usagers qui sont porteurs de tous les types de déficiences possibles. Donc, bien sûr, on pense aux personnes en fauteuil roulant, mais aussi les malvoyants, les malentendants, les personnes avec des difficultés cognitives, etc. Donc il y a une production législative très intéressante qui a été faite, avec des moyens pédagogiques inhabituels. Je crois que l'annexe 8 et l'annexe 6 de la circulaire de 2006, ce sont les seules lois qui sont sous forme de bande dessinée, puisque il y a une description extrêmement précise de comment rendre les lieux accessibles. Donc cet effort d'accessibilité à tous est quelque chose de majeur qui va mobiliser les ergonomes, qui crée déjà des emplois parmi les ergonomes et qui a évidemment un grand intérêt parmi les lieux destinés à un public général. L'intérêt de l'ergonomie pour les personnes handicapées ne date pas de l'informatique, ne date pas d'hier. Je dirais que dès le départ, il y a eu des ergonomes qui se sont intéressés plus particulièrement à aménager des postes de travail de façon à ce que des personnes en situation de handicap puissent travailler. Ceci n'est pas nouveau. Les premiers travaux ont, à ma connaissance, ont porté surtout pour les situations de handicap physique, des personnes à qui il fallait aménager un poste de travail en hauteur, en taille, ou aménager des accès, des fauteuils roulants, etc. Avec l'arrivée de l'informatique, les choses ont un peu changé. Ce qu'on appelle les aides techniques à ces personnes handicapées ont pu être informatisées, pour le meilleur et pour le pire dans un certain nombre de cas, puisque je donnerai tout à l'heure un exemple qui montre que ce que l'on gagne d'une main, on le perd d'une autre. Ou bien, c'est ce qui est en développement important, l'ensemble des produits ou des services destinés à des personnes en difficulté. On peut penser à des personnes vieillissantes qui vont avoir besoin, dans leur domicile, d'avoir un certain nombre de moyens, d'outils, d'aide à la réalisation de leurs tâches. Nous vieillissons, n'est-ce pas, dans les pays européens, c'est pas le cas de tout le monde, et si on veut en plus que les personnes âgées puissent travailler, il faut quand même essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est que ce phénomène. Et je crois que la psychologie a ici des éclairages intéressants à donner. J'entends parfois des gens dire oui, on n'est plus adaptable à partir d'un certain âge. Si, on est adaptable à partir d'un certain âge, ça certainement, mais ça demande du boulot. Je crois que l'ergonomie va s'intéresser de plus en plus à ces questions, c'est-à-dire le fait que quand je vieillis, certes, ma machine biologique est un peu dégradée de partout. En fait, c'est un petit peu ça que ça montre. On y voit beaucoup moins bien, on entend beaucoup moins bien, on planifie de plus en plus difficilement. C'est bizarre, on vieillit plus devant que derrière parce qu'on planifie avec ce qui est devant. Mais enfin, c'est comme ça. Et mais en revanche, derrière, ça marche encore assez bien, le cortex visuel. C'est la rétine qui commence à ne plus avoir de... Alors,
la question du vieillissement, c'est finalement comment ces gens si dégradés que ça, si l'on en croit les médecins, etc., eh bien, arrivent encore à conduire des voitures, à réfléchir, à penser, etc. Eh bien, parce qu'ils développent des stratégies de compensation qui sont tout à fait efficaces. La psychologie cognitive s'intéresse de plus en plus à l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion est complètement intégrée à notre cognition, et si on séparait les approches de l'émotion d'une part, de la cognition de l'autre, maintenant on les regroupe. Dans les feedbacks qui m'apprennent que j'ai fait une erreur, il y a la peur. Si je me fais peur en voiture depuis 20 minutes, je vais commencer quand même à m'interroger sur ma façon de conduire et je vais peut-être changer quelque chose. Donc c'est vrai que l'émotion joue un rôle dans l'adaptation. Pour ce qui est des émotions, dans le cadre de la conception de nouveaux produits et services, c'est de plus en plus aussi pris en compte, les émotions. Au début, on travaillait en psychologie ergonomique, en ergonomie, plus sur l'utilisabilité. Est-ce qu'une nouvelle technologie, par exemple, est compréhensible, utilisable, etc. De là, on est passé à la notion d'acceptabilité sociale. Est-ce que utiliser ce type de technologie, par exemple acheter un véhicule électrique, si on parle de technologie actuelle, par exemple, est-ce que socialement, ça va donner une image positive, négative et autres? Et on élargit de plus en plus aussi à ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, où on inclut les émotions, du coup, dans le rapport à cette nouvelle technologie, à ces nouveaux outils ou à ces nouveaux services. C'est-à-dire, il faut prendre en compte le rapport affectif, émotionnel des personnes à une nouvelle technologie embarquée dans la voiture, au véhicule électrique ou à tout autre type de technologie ou service même conçu. Donc ça, c'est prendre en compte les conforts et les inconforts émotionnels pendant l'usage de ces technologies émergentes. Dans le futur de l'ergonomie, j'espère que les études sur les émotions vont continuer à se développer parce que elles remettent vraiment le sujet, la subjectivité au cœur de l'ergonomie. Pourquoi ça n'a pas été pris en compte jusqu'à présent dans les domaines de la psychologie ergonomique et de l'ergonomie? Je pense qu'il y avait un accent quand même assez fort en psychologie ergonomique sur les aspects cognitifs de l'activité. Et les émotions, quelque part, étaient perçues comme difficilement, sans doute, appréhendables, peut-être plus traditionnellement du ressort de la clinique, et avec un espèce de flou, peut-être, autour de ce que c'est qu'une émotion, etc. De plus en plus, évidemment, les recherches nous permettent d'avancer et de préciser les choses. Donc maintenant, les choses commencent à être bien précisées au niveau de la nature de ce que c'est qu'une émotion, de leur impact sur l'activité. Donc je pense que ça devrait pouvoir se développer dans l'avenir de l'ergonomie. C'est important et essentiel à mon avis. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là qu'on voit le sens que la situation a et la valeur que la situation a pour les opérateurs, pour les sujets et pour les utilisateurs. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de... Parce qu'on peut s'en tenir à étudier si tel système est compréhensible par une personne ou pas. Comment fonctionne telle ou telle équipe de travail, par exemple. Mais encore est-il intéressant de savoir si ce système qui n'est pas compréhensible ou ce système de travail, cette collaboration qui fonctionne de telle ou telle façon, elle est vécue positivement ou négativement par les opérateurs. Et ça me semble tout à fait essentiel. Comment elle est vécue émotionnellement par les personnes? Un même système, par exemple. Imaginez un nouveau système d'aide qui est assez complexe à utiliser. Certaines personnes, ça ne va pas leur poser de problème, ça va être plutôt un challenge, plutôt agréable et plutôt attractif d'avoir à comprendre. Et pour d'autres, ça va être totalement démoralisant. Tout de suite, ils vont baisser les bras et se dire ce truc-là, je n'arriverai jamais à l'utiliser, donc je ne vais pas l'utiliser. Et voilà. Et du coup, au niveau de l'usage, évidemment, ça limite beaucoup l'usage. Ça, c'est pour l'exemple au niveau des nouvelles technologies. Donc ce sens et la valeur, la valence que ça a pour les personnes, ça me semble tout à fait essentiel. On ne peut pas s'en tenir juste à décrire les situations.
mais aussi quel rapport affectif les gens ont à ces situations ou à ces nouvelles technologies. Il y a quelques années, quand on parlait d'assistance à la conduite, eh bien, on pensait à ces espèces de petits écrans qui vous donnent des informations, niveau de carburant trop faible, je ne sais quoi, ou ces alarmes auditives qui vous disent que vous êtes en train de vous écarter du centre de la voie, etc. Et puis, si on regarde la recherche, eh bien, la recherche, elle va se déployer de plus en plus vers le développement d'interfaces haptiques, c'est-à-dire où on va ressentir les choses plus que les interpréter. On va ressentir que la voiture, par exemple dans mon laboratoire, on travaille sur une assistance au maintien de la voiture dans la voie en virage, qui consiste, lorsque la voiture s'écarte un petit peu trop d'une limite dangereuse, donc commence à menacer de sortir de la route, on donne sur le volant des oscillations évidemment assez fines quand même, des oscillations asymétriques qui finalement incitent à corriger la trajectoire dans le bon sens. Alors au lieu de passer par des alarmes auditives, des machins et des trucs, ici on s'adresse directement au dispositif de réponse. Ça ne veut pas dire que le conducteur n'analyse pas ce qui lui arrive quand le volant vibre, mais il répond beaucoup plus vite. C'est-à-dire que par exemple on montre que dans des situations critiques, on réduit le temps passé de moitié dans une situation critique, ce qui est tout à fait appréciable. Je pense que pour l'ergonomie, il me paraît important de promouvoir en permanence la pluridisciplinarité. Et la pluridisciplinarité, c'est pas une affaire spontanée, c'est une affaire très volontariste qui s'appuie aussi sur la bonne connaissance, l'amitié qui se développe entre des gens qui veulent travailler ensemble. Et donc ça s'inscrit dans la durée, mais pas seulement à un moment où on en a besoin pendant 3 mois. Par exemple, l'intérêt pour l'ergonomie, on va le trouver maintenant dans de nombreuses spécialisations, chez les designers bien sûr, chez les graphistes, les architectes d'intérieur, les pédagogues, les informaticiens, les psychologues, les hygiénistes, les ingénieurs, les médecins bien sûr, une série de professions paramédicales, par exemple les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, etc. On parle d'ergonomie dans toutes ces disciplines. Tout le monde s'y intéresse d'une certaine manière. Donc il y a appropriation, il y a développement d'une ergonomie aussi qui est propre à ces disciplines, mais sans ergonome. C'est clair, par exemple, que ce qui illustre le mieux cette évolution, c'est l'ergonomie de l'informatique. Donc il y a là une appropriation, où il y a un intérêt, disons, pour comment dans une discipline donnée, disons, on positionne l'homme, parce que l'homme sera quand même au centre de ce qui va marquer cette discipline, disons, mais on n'a pas besoin des ergonomes, on sait le faire nous-mêmes, quoi. Donc voilà. Dans les développements à venir, je souhaite bien sûr que les développements soient très forts du côté industriel. Et en voyant ce qui se passe en ce moment dans les milieux industriels, chez Bombardier, chez CAE, chez Ubisoft, chez Bell Canada, puis ensuite il y a un certain nombre de boîtes de services conseils, il me semble que nous sommes dans de très belles années, qui annoncent très belles années parce qu'il y a des activités très importantes autour du développement, en fait, de la création, développement, mise au point de produits industriels. Alors c'est fort ça. Je le vois par les demandes que l'on a de nos partenaires industriels, donc des demandes de stagiaires, des demandes de diplômés. Et la demande est en croissance depuis un certain nombre d'années. Donc ça, c'est bon signe. Donc je suis très optimiste en fait pour le développement d'ergonomie dans les années à venir au Québec, parce que le milieu industriel en fait est dynamique et demandeur d'experts en fait dans ce domaine-là. Alors Bartlett avait vu juste en prévoyant des évolutions d'interface homme-machine plus concrètes. C'est comme ça qu'il s'exprimait. Alors ça aussi, je crois que c'est dans le futur de l'ergonomie quelque chose d'important. Jusqu'alors, l'ergonomie cognitive s'est beaucoup trop concentrée, à mon sens, sur les activités symboliques, c'est-à-dire celles qui consistent à traiter de l'information
qui est interprété, c'est-à-dire qu'on ne va pas réagir à un stimulus, on va recevoir le stimulus, interpréter qu'est-ce qu'il veut dire, la couleur du feu rouge veut dire que je m'arrête, donc je m'arrête. Donc elle s'est beaucoup intéressée à ces activités de traitement de l'information symbolique. Et les interfaces homme-machine ont été conçues aussi dans cette perspective. On présente du texte, des graphiques, oh bah oui, on peut faire des beaux dessins, etc. Mais enfin, c'est quand même des objets qui ne sont pas traités directement au niveau de leur forme perceptive. Il faut les interpréter pour que ça marche, etc. Et on sait que les processus symboliques, eh bien, introduisent une surcharge. Ils sont beaucoup plus sensibles, je vais dire, à l'accroissement de la charge que les processus subsymboliques, qui mettent en lien assez direct les perceptions et les actions. Et je pense que la conduite automobile est un excellent exemple. On peut dire que cette vision-là d'un renforcement de l'éparpillement et une structuration non maîtrisée par les acteurs de la discipline me semble être contradictoire avec le positionnement et le développement de l'ergonomie dans la société. Elle joue de plus en plus un rôle social fort. Il y a une reconnaissance des actions, alors qu'il me semble, du point de vue des enseignements, mais aussi du point de vue de la recherche, ça manque un petit peu de cohérence, ça manque un peu de rassemblement, de structuration. C'est comme si une discipline pouvait se développer dans le réel, dans l'action, dans le monde qui nous entoure, alors qu'il n'y a pas de pilotage du point de vue de ceux qui vont former et qui vont accompagner et qui vont la développer du point de vue de la recherche de cette discipline. Voilà. Finalement, le futur de l'ergonomie, il dépend des acteurs du futur, et que les visions futuristes n'engagent que les idéaux de ceux qui les expriment, mais que ce n'est pas nécessairement réalisé. Alors, qu'est-ce que voulait Bartlett ? Et que je partage, c'est pour ça que je reprends Bartlett. Il voulait que l'ergonomie soit en avance sur la technologie. Alors, elle la suit toujours avec retard. C'est un élément important, ça. Les travaux sur la réalité virtuelle, c'est-à-dire tous ces objets qui permettent de créer des situations virtuelles, mais en reproduisant des sensations physiques, des visions, pas seulement des visions, mais des sensations du toucher, etc. Les nouvelles interfaces homme-machine, on parle d'interface cerveau-machine maintenant, c'est-à-dire des interfaces qui prendraient directement l'information du potentiel évoqué cortical au niveau du scalp pour commander une machine. On imagine évidemment que ça pourrait être d'un intérêt invraisemblable pour certains handicapés qui ne peuvent plus utiliser leurs membres. L'ergonomie s'intéresse à des problèmes posés par des situations de travail. On va en rester là, mais de plus en plus à des situations d'usage de produits, qui ne sont plus des situations de travail. Ce qui est à venir, c'est ce que j'appelle en fait l'ergonomie prospective, un thème sur lequel je travaille avec mon collègue et ami Éric Brangier de l'Université de Metz. Pris globalement, l'ergonomie prospective s'intéresse à la conception de futurs systèmes, de futurs produits ou de futurs services. Elle apporte un nouveau type d'activité dans le champ de l'ergonomie qui vient s'ajouter à la correction et à la conception. Jusqu'à maintenant, nous avons fait beaucoup de ce qu'on peut appeler de l'ergonomie de correction, de l'ergonomie corrective. On en a fait beaucoup, on en fait encore, puis on va continuer à en faire. Alors l'ergonomie de correction, c'est clair, on répond à des demandes en fait, d'entreprises qui ont des problèmes et qui demandent à un ergonome de les aider à trouver la solution au problème. Alors c'est l'ergonomie de correction, c'est classique. L'ergonomie a commencé avec ça. J'allais dire, c'est la vache à lait des ergonomes aussi dans une proportion de probablement 80%. On corrige des problèmes existants et puis en essayant de trouver des solutions bien sûr qui marchent. Alors ça, c'est l'ergonomie de correction. Alors c'est sûr qu'on va continuer à faire ça parce qu'il y aura toujours des problèmes qui vont se poser de ce côté-là. En ergonomie, là, le nombre de demandes est extrêmement important. Pour faire intervenir un ergonome,
en mode réactif. Très rarement, ce sont des ergonomes qui vont initier des projets. De ce point de vue-là, on peut dire que la balance des demandes est largement positive pour les ergonomes. Ils sont plus sollicités qu'eux-mêmes, ils initient des projets. C'est que leur position dans l'entreprise et dans la décision est extraordinairement basse dans la gamme du pouvoir. Et ça, c'est très dommageable à la profession, par contre. Il vaudrait mieux être harcelé. Il vaudrait mieux être ergonome en responsabilité. On pourrait l'être, mais les choix qui ont été faits dans la plupart des entreprises, c'est de nous positionner dans des environnements subalternes. Depuis le début des années 80, depuis la micro-informatique, bien sûr, l'ergonomie de conception s'est beaucoup développée, comme partout ailleurs. Et là, c'était les demandes qu'on recevait, c'était pas pour corriger des choses, c'était pour aider à concevoir, par exemple, des interfaces du système humain-machine, donc des interfaces informatiques, interfaces utilisateurs. Donc, c'est de l'ergonomie à ce moment-là de conception. Donc, on ne corrige pas un problème, mais on conçoit une interface humain-machine, on conçoit un produit qui va faire partie soit d'un produit plus grand ou qui va être le produit même, et qui apporte bien sûr qui apporte du travail aux ergonomes. Alors, depuis les micro-informatiques, comme partout ailleurs, c'est un courant qui s'est développé de façon très importante, donc l'ergonomie de conception. Et c'est clair que ça va continuer parce qu'on est dans des économies donc avancées, qui utilisent beaucoup la technologie, qui est économie très tournée vers le monde aussi, vers l'exportation de produits, donc économie qui doit faire face à la compétition d'ailleurs. Et donc on n'a pas de choix à ce moment-là d'innover puis de mettre sur le marché des produits d'excellente qualité si on veut qu'ils trouvent preneur à l'étranger. Alors, ça, on le fait déjà, on va sans doute continuer à le faire parce qu'on doit concevoir des choses. Il ne s'agit pas seulement d'apporter des informations, mais qu'il faut s'insérer dans le processus de conception et influencer le processus de conception pour que les questions relatives au travail et les questions relatives à la santé soient prises en compte à toutes les étapes de la décision. La stratégie de conception, je crois que maintenant, elle doit être centrée sur le système homme-machine. C'est-à-dire, bien sûr, on va privilégier l'humain, mais on va toujours le mettre dans le contexte d'un système homme-machine où les éléments sont relativement couplés. L'ergonome va souvent être invité par des équipes en place à apporter donc une expertise en ergonomie pour améliorer, pour concevoir un produit, pour résoudre un problème. Je crois que l'ergonomie doit participer à la conception, mais je crois qu'elle n'y parvient pas très bien. L'innovation fait apparaître de nombreuses techniques sans usage, et c'est un fait, à mon avis, qui restera dans le futur. Dans le cas d'ergonomie prospective, on vient de changer d'approche parce que l'ergonome, à ce moment-là, pourrait devenir le maître d'œuvre de l'ouvrage. Et donc, c'est lui, à ce moment-là, qui va trouver, par exemple, qui va découvrir puis, le futur besoin à venir. Et il pourrait devenir le maître d'œuvre de l'équipe, donc mettre en place une équipe de travail ou de développement qui va, à ce moment-là, réfléchir à ce futur besoin, surtout aux futures solutions qu'on veut développer pour ça. Alors, ça veut dire, maître d'œuvre, ça veut dire qu'il devient le gestionnaire de projet, puis il devient celui qui embauche les autres professionnels pour l'aider à mettre au point ses conceptions et tout. C'est un changement de perspective, là. L'ergonomie prospective, c'est donner à l'ergonome la possibilité de travailler en mode proactif. C'est la possibilité pour lui d'être maître d'œuvre du projet. C'est la possibilité pour lui d'initier un projet, de faire les demandes, de mobiliser les ressources qui vont être nécessaires. On voit bien que se donner la possibilité de la prospective, c'est permettre à nous autres ergonomes d'avoir des projets qui vont se dérouler sur 2 ans, sur 3 ans, où on va essayer d'avoir une vision sur le futur, sachant que la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le construire soi-même. Donc l'ergonomie prospective est une ergonomie constructiviste. Elle vise à définir les besoins et voir comment on peut aménager ces besoins pour définir le futur. Quand on pense aux besoins utilisateurs, il y a des besoins en fait, qui sont plus ou moins faciles à expliciter, parce qu'en fait, ils font référence à des activités bien précises et existantes. Par exemple, acheter des items ou des produits sur Internet, en fait, ça correspond à des tâches réelles existantes. On a tous besoin éventuellement, ou besoin en tout cas, envie d'acheter des produits, que ce soit en magasin ou sur Internet. Donc on a associé à l'achat, en fait, tout un ensemble de procédures
ou d'activités qui sont assez faciles à connaître et à définir, puis à décrire. Par contre, tous les besoins ne sont pas de cette nature-là. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qui ne sont peut-être pas existants, parce qu'en fait, on va développer de nouvelles technologies, de nouveaux services pour lesquels il n'y a pas de besoins existants. C'est nouveau, on est dans l'innovation, et du coup, les besoins, là, on ne va pas avoir les mêmes méthodes pour les expliciter, parce qu'en fait, ils n'existent pas. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit peu autre chose. C'est-à-dire, c'est d'écrire éventuellement des scénarios d'utilisation du service qu'on va proposer, puis de voir finalement si ce scénario-là d'usage est pertinent, est adéquat par rapport aux caractéristiques des gens, et c'est ça, en fait, qu'on va essayer de valider, par exemple. Donc, la démarche, elle est un petit peu différente de celle qui consiste à expliciter des besoins et aussi expliciter des façons de le satisfaire. Est-ce que par hasard, l'ergonomie n'aurait pas à construire des modèles prédictifs, plus que descriptifs, c'est-à-dire n'aurait pas à produire des modèles prédictifs des usages? Dans toutes ces situations qu'on connaît aujourd'hui dans notre société, qui sont des situations à défi d'innovation élevé, les futurs besoins des utilisateurs ne sont pas encore connus. Il n'y a pas encore de demande. Aucune attente n'a été formulée. Aucun client n'a contacté l'ergonome. Et l'artefact à concevoir n'est pas encore identifié, pas plus qu'il n'est défini. De ce point de vue, l'ergonomie prospective est multidisciplinaire. Elle est inscrite dans nombreuses activités, pas seulement en ergonomie. Elle touche, parce qu'elle touche à tous les besoins, et notamment les besoins futurs et les usages futurs, elle va toucher au design, elle va toucher aux études de marché, donc au marketing, elle va toucher à la sociologie, elle va toucher éventuellement à des analyses démographiques pour voir les évolutions, les tendances, et puis seulement une ergonomie centrée sur l'analyse de l'activité ou l'application de recommandations issues du Human Factor. L'ergonome va devoir gérer ce qu'il appelait, va devoir introduire ce qu'il appelait la gestion de la conception. C'est-à-dire, c'est pas seulement introduire à certains moments des recommandations, c'est influencer la manière même dont est structurée la conception, quels sont les acteurs qui ont un droit au jeu, à quel moment ils interviennent, quelles sont les relations entre les différents acteurs, etc. Donc l'ergonomie prospective se veut pluridisciplinaire, se veut multidisciplinaire et s'ouvre à des disciplines nouvelles comme la gestion, la gestion de projet, j'entends ici, comme le design, comme le management de l'innovation, comme le marketing, la sociologie ou la démographie. Il y a un véritable défi pour les ergonomes, parce qu'on n'est pas du tout préparé à ça. On est très marqué, nous, par une tradition d'analyse de l'activité, d'intervention sur le terrain, ce qui est très bien. Mais ça va bien parce que les problèmes, quand on fait de l'intervention sur le terrain ou de l'ergonomie de correction, les problèmes sont déjà là, il y a déjà des gens en place, il y a déjà des demandes qui nous arrivent, donc on est déjà assez cadré. Et donc on a un point de départ là, qui est bien assuré. Dans le cas d'ergonomie de prospective, il n'y a personne qui nous demande des choses. Donc c'est à nous de générer, de trouver la prochaine demande ou le futur besoin qui va être exprimé dans une société donnée. Les résultats attendus de l'ergonomie prospective sont d'une part une meilleure compréhension de la problématique de la conception des futurs usages, des futurs artefacts, une image plus claire du type de collaboration entre les différents acteurs qui viennent de différentes disciplines, et surtout la capacité à mener à bien des programmes industriels et des programmes de recherche qui vont tenir compte de la prospective dans le développement ergonomique. Ça, c'est un défi pour l'ergonomie parce qu'on n'est pas du tout formé à ça. On n'a pas de formation. L'ergonomie prospective est encore très peu développée. Elle ne s'enseigne pas encore. Ça passe nécessairement par des programmes de formation nouveaux où on va former nos étudiants à ces dimensions originales et nouvelles que sont le marketing, que sont la prospective, que sont la sociologie, dont aujourd'hui l'ergonomie a besoin, en plus de tout ce qu'on a déjà acquis avec la biomécanique, les sciences de l'ingénieur, l'informatique, la physiologie, la sociologie du travail, par exemple. Et il y a toute une réflexion à faire du côté des méthodes, des outils à acquérir pour faire en sorte que les ergonomes soient capables de faire ça. C'est une ergonomie qui va avoir besoin de méthodes de créativité. C'est une ergonomie qui va devoir développer des méthodologies avec lesquelles on n'est pas véritablement familiarisé.
On peut penser, bien évidemment, au staff d'experts de communauté, on peut penser au focus group, on peut penser au persona, on peut penser au use case, ou scénario d'utilisation, qui sont des méthodes encore relativement peu utilisées par les ergonomes et qui, à mon avis, vont être de plus en plus utilisées dans le futur. Ce qui est en jeu, finalement, c'est de permettre à chaque niveau qu'il y ait dans l'organisation des formes d'articulation du montant et du descendant. Et évidemment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec la conduite de projet ? Donc du coup, voilà, qu'est-ce que c'est la conduite de projet organisationnelle ? Ça nous amène à devoir inventer des formes de simulation organisationnelle. Se dire, si on organise le système de telle façon, quelle sera sa capacité à répondre à tel ou tel événement, à telle ou telle situation. Donc au lieu de simuler sur une maquette, il faut être capable de simuler en se disant, si on met 3 opérateurs à l'intérieur et 2 opérateurs dehors, ou si on met 2 opérateurs à l'intérieur et 3 opérateurs dehors, dans tel ou tel événement qu'on aura à gérer, qu'est-ce que ça va donner ? Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui sont beaucoup moins avancées, où on a des degrés de certitude beaucoup moins importants, mais dont je pense que ce sont les enjeux majeurs pour le futur. Avec la prospective, l'ergonomie a la possibilité de véritablement élargir son champ d'action, d'enrichir son rôle et d'accroître son impact sur la société en permettant aux ergonomes d'initier, de définir et de diriger leurs propres projets, plutôt que de se limiter aux projets définis et dirigés par d'autres. L'ergonomie prospective a donc une opportunité à saisir, qui est de développer et d'atteindre une place pleine et entière dans la maturité de sa discipline. Là, ça veut dire qu'il y a des implications majeures pour la formation des ergonomes, pour les questions de marketing, pour les questions de gestion de projet, pour les questions de prospective également, comment on fait la prospective pour être capable d'anticiper des besoins. Alors c'est sans doute de nouvelles compétences à acquérir. Puis dans la pratique de travail, ça veut dire également que l'ergonome ne sera pas seulement l'expert en facteurs humains qui apporte une expertise donc, sur les aspects donc anthropomorphiques, les aspects physiologiques, les aspects cognitifs, perceptifs de l'humain, mais il faudrait qu'il développe à ce moment-là des compétences en intégration. Donc c'est quelqu'un qui va s'occuper des aspects techniques aussi. En tout cas, il va devoir être capable de discuter de façon correcte avec des designers, avec des ingénieurs, avec des informaticiens sur des aspects techniques. Et maître d'œuvre également, ça veut dire s'occuper des aspects financiers aussi, parce qu'il y a peut-être des montages financiers à faire. Donc des questions pour lesquelles je pense que nos ergonomes en ce moment sont assez mal préparés. Plusieurs thèmes sont à couvrir dans le domaine de l'ergonomie prospective. Bien évidemment, c'est une ergonomie qui renvoie à la conception d'artefacts futurs. C'est une ergonomie qui renvoie à l'innovation. C'est également une ergonomie qui va essayer d'anticiper et de construire des besoins futurs. Pour donner un exemple, on va travailler là avec une doctorante, on va commencer à travailler sur un nouveau service qui se développe de plus en plus, c'est le covoiturage dynamique. Donc le principe, c'est de partager sa voiture, le covoiturage, avec des personnes qui veulent faire le même trajet. Ce que le dynamique apporte, c'est que ça va se faire sans planification. C'est-à-dire pour l'instant, le covoiturage classique, on va sur un site web, on regarde, dans 15 jours, je veux aller de Paris à Rennes, par exemple, qui fait ce trajet-là, et est-ce qu'on peut partager la voiture? Là, le covoiturage dynamique, c'est je sors de ma réunion, je sors de l'immeuble, je me retrouve dans la rue, je regarde sur mon smartphone, et je regarde s'il y a quelqu'un qui passe dans le coin, à ce moment-là, donc sans planification, de façon beaucoup plus opportuniste, et qui veut bien m'emmener à tel endroit. Voilà. Donc ça va poser un tas de questions sur l'usage. Quel va être l'usage et l'appropriation de ce nouveau type de services qui sont quand même assez innovants, on ne sait pas trop. Donc on veut regarder ça précisément, analyser d'un point de vue de la psychologie ergonomique, comment ça se passe pour les usagers de ces covoiturages dynamiques. Donc là, il va y avoir des questions de confort émotionnel, d'inconfort émotionnel, qui sont déjà repérés dans le covoiturage classique d'ailleurs. C'est notamment le rapport de confiance qui s'instaure par rapport au covoitureur. C'est-à-dire, est-ce que je vais prendre un risque ou pas? Est-ce que cette personne va être fiable? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va effectivement passer me chercher au point de rendez-vous prévu? Est-ce qu'elle va conduire de façon à peu près normale, ou est-ce que la personne va conduire trop vite ou prendre des risques en conduite? Est-ce qu'elle va m'amener effectivement au point où j'ai envie qu'elle m'amène? Bon, voilà, il y a quand même des inconnus, des incertitudes
certains risques, on peut dire. Hein. En tout cas, comment c'est vécu par les personnes dans l'usage de ce nouveau service, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de la conception des interfaces, notamment, par exemple, des interfaces, mais aussi des lieux de rencontre, des lieux de rendez-vous. Il va y avoir des lieux de covoiturage qui vont être construits, il y a des infrastructures dans la ville spécifiquement faites pour ça. Donc qu'est-ce qu'on peut concevoir pour rendre ce service le plus confortable possible, le plus sûr, le plus fiable, et voilà, pour limiter ces inconforts émotionnels, la méfiance peut-être, et établir un rapport de confiance, etc. Donc, tout ça, ça va être à investiguer pour voir comment, voilà, que faire au niveau de la conception après pour améliorer ces services innovants et qui se reposent sur des nouvelles technologies aussi. Hein. Là, en l'occurrence, ça va être vraiment basé sur des smartphones, sur des services sur smartphone. D'autres thèmes qui concernent l'ergonomie prospective sont tous les thèmes qu'on va trouver sur les recherches sur les consommateurs et l'ergonomie de produits qui relèvent de l'expérience. Il ne s'agit plus seulement d'interagir avec un produit, mais de faire vivre aux individus une expérience. On va se centrer sur un espèce de design expérientiel, sur des conceptions de plus en plus immersives. Bien évidemment, la question de l'éthique sera une question également cruciale, puisque l'ergonomie prospective va orienter des choix de conception de produits, conception d'organisation, mais aussi indirectement de conception de société. La question de l'éthique est un point important qu'il faut bien évidemment intégrer à l'ergonomie prospective. Pour le développement d'ergonomie, pour sa pleine maturité, pour une certaine autonomie également par rapport aux autres corps de métier, je pense que c'est essentiel à son développement. Je dirais donc qu'il y a de l'avenir pour les ergonomes. Mais pour l'instant, je suis véritablement perplexe. Il y a quand même beaucoup d'ergonomes en circulation qui ne sont pas vieux, qui ne sont même pas à l'âge de la retraite. Quid de l'avenir professionnel des jeunes diplômés de 2011-2012 ? Je ne veux pas être pessimiste, mais si la situation économique ne s'améliore pas, je ne pense pas que tout le monde trouveront de l'emploi. Je pense qu'il y a un tas de défis parce qu'il y a une relation avec le nombre d'ergonomes ou de personnes qui pratiquent l'ergonomie des facteurs humains en relation avec l'ergonomie de l'activité. Et j'ai réfléchi concernant l'information en Colombie. Par exemple, si j'ai fait l'analyse les dernières 10 années, par exemple, on peut dire qu'il y a 90 nouvelles ergonomes, facteurs humains, et directement de pratiquer l'ergonomie, un ergonome de l'activité, 90 ans. Ça veut dire que la relation, c'est totalement difficile. Mais je pense que du point de vue légal et du point de vue de donner un service dans l'entreprise, l'ergonomie des facteurs humains va continuer réellement. Mais je pense que les acteurs sociaux très clés pour développer l'ergonomie de l'activité vont être les personnes d'entreprise. Parce que dans ce moment, après 15 années de résoudre les diagnostics des facteurs humains, déjà ils posent une question différente. Oui, moi, déjà je sais ça, mais je veux savoir comment est-ce que je peux changer la situation du travail. Il y a une nouvelle technologie. Quelle technologie? Je voudrais savoir la conception de ça avant d'acheter la technologie, par exemple. Et ils sont posés des questions totalement différentes. Et pour moi, les entreprises sont les acteurs sociaux qui ont donné la possibilité plus importante dans ce moment de développer l'ergonomie de l'activité.
Les compétences d'un ergonome sont très très liées aussi aux enjeux de l'ergonomie. D'une certaine façon, la façon dont un ergonome va être formé, et donc les compétences avec lesquelles il va exercer son métier, sont très liées à la façon dont le monde de la formation, donc le monde académique et aussi le monde des praticiens, va déterminer le futur de l'ergonomie et donc ses enjeux. Je pense qu'il y a quelques questions qui sont assez cuisantes en ce moment et qui peuvent être un peu tracassantes. Je crois qu'actuellement, on forme les jeunes ergonomes dans une vision qui est une vision pratiquement exclusivement orientée autour des sciences sociales et des sciences humaines. Les jeunes ergonomes sont issus de milieux de la psychologie et sont issus, pour un peu moins d'entre eux, de milieux de la prévention, mais l'essentiel des formations sont des formations en sciences humaines. Or, ces jeunes ergonomes vont être évidemment éminemment savants pour les questions de sciences humaines et sociales, les questions de cognition, et vont probablement être d'excellents ergonomes qui interviendront dans le champ des conditions de travail ou bien dans le champ des dimensions psychologiques, des activités d'utilisation de dispositifs technologiques. Mais les dispositifs technologiques que les salariés, que les travailleurs, que les opérateurs utilisent aujourd'hui sont des dispositifs qui sont pas seulement des dispositifs qui supposent des compétences, d'une dimension cognitive, qui ne mobilisent pas seulement la dimension cognitive. Ce sont maintenant, et de plus en plus, des dispositifs qui mobilisent d'autres modalités d'interaction, comme des modalités physiques, par exemple des dispositifs haptiques, des dispositifs qui sont de plus en plus interpénétrés avec les modalités auditives, perceptives, visuelles des utilisateurs. Et on assiste de plus en plus à la conception donc, et à l'usage de dispositifs qui supposent d'avoir une bonne connaissance des activités sensorimotrices, des activités physiologiques des humains. C'est assez extraordinaire de pouvoir dire aujourd'hui, en 2013, qu'il faut à nouveau développer des compétences des ergonomes qui soient des compétences biologiques, des compétences physiologiques. Or, le point qui peut nous tracasser, c'est que les formations d'ergonomes en biologie, en physiologie humaine, n'existent quasiment plus. Il n'y en a plus que 2 en France, l'une à Orsay et l'autre à Strasbourg. Il y a d'autres formations qui s'intéressent à la physiologie humaine, mais ces formations sont essentiellement des formations qui prennent pied dans des formations des sciences du mouvement, et donc des STAPS, qui ont pour beaucoup une orientation relativement biomécanicienne, qui est extrêmement intéressante, mais qui souvent, malheureusement, ne vont pas développer autour de cette vision biomécanicienne de l'activité la nécessaire compréhension systémique dont nous avons l'habitude en ergonomie de l'activité. Donc on a, de mon point de vue, un effort à faire pour que les compétences des ergonomes soient des compétences qui ne soient pas seulement donc des compétences en sciences sociales et humaines, mais qui soient aussi, et à nouveau, évidemment, et à nouveau, des compétences en physiologie humaine. Là, encore une fois, c'est tout à fait surprenant, puisque ça a été l'origine même de l'ergonomie. Il y a urgence à revenir sur cette dimension-là de la formation. Les enjeux professionnels en ergonomie maintenant vont être des enjeux d'intervention à un niveau élevé de l'organisation, sur les questions de pilotage de l'entreprise, de structuration des prises de décision, du dialogue social. Voilà, je crois que l'essentiel de ce qu'il y aura à développer ne portera pas sur des actions microscopiques sur les situations de travail, mais sur des actions macroscopiques sur la stratégie et le pilotage de l'entreprise.
Mais franchement, je suis très confiant sur la capacité de l'ergonomie de l'activité professionnelle à s'emparer de ces questions, à les traiter. On a déjà des collègues qui sont dans des systèmes extrêmement complexes. Voilà, je ne suis pas inquiet sur ce sujet. Ça va être des défis nouveaux, mais on y arrivera. On y arrivera si on ne tue pas tous les enseignants-chercheurs.